référendum pour une nouvelle constitution en Libye pourrait se tenir fin février 2019. C'est ce qu'a annoncé Ahmed Al-Sayed, président de la Haute Commission nationale électorale le jeudi 6 décembre 2018. Toutefois, il indique que la tenue effective de ce référendum est tributaire de plusieurs autres facteurs. La première condition, à savoir l'adoption d'une loi référendaire par le Parlement étant remplie, se pose ensuite un problème financier. En effet, M. Sayed précise que les comptes de la Commission sont dans le rouge et que cette dernière avait besoin de 40 millions de dinars pour mener à bien l'opération électorale. Outre l'aspect financier, l'organisation du référendum nécessite un plan sécuritaire complet. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue un repère pour les groupes terroristes. En mai dernier, la Haute Commission avait été frappée par un attentat revendiqué par le groupe État islamique qui avait fait 14 morts et d'importants dégâts matériels. La validation de la Constitution par le référendum devrait ouvrir les voies aux élections dans un pays divisé entre le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et un gouvernement parallèle soutenu par le maréchal Khalifa Haftar à l'est. Néanmoins, sur une population estimée à 6 millions d'habitants, la Commission affirme avoir enregistré 2,4 millions d'électeurs. Depuis la fin de la guerre en République centrafricaine, la stabilité est devenue la chose la plus recherchée dans le pays. Pour ce faire, les autorités politiques et religieuses encouragent les dirigeants à consolider et à poursuivre les efforts en vue du maintien de la paix en RCA. L'imam Omar Kobine, président de la communauté islamique de Centrafrique, félicite donc le président Faustin Archange Touadéra dans ses multiples projets mis en place pour amener la paix définitive dans le pays. Il s'est adressé au président dans une correspondance rendue publique il y a seulement quelques jours. Dans cette lettre destinée à Touadéra, l'autorité religieuse appelle le chef de l'État à redoubler d'ardeur au travail pour l'avancement du processus de paix. Processus enclenché par les accords de Khartoum et supervisé par la Russie et le Soudan. Pour lui, les Centrafricains sont fatigués de la guerre. Il considère à présent le président de la République comme la seule personne pouvant apaiser, rassurer les populations et conduire les belligérants au dialogue. Par la suite, il invite le chef de l'exécutif centrafricain à ne pas négliger les souffrances de son peuple, car elles constituent un frein pour l'épanouissement de ce dernier. L'imam Omar conclut sa lettre en condamnant fermement au nom de toute la communauté musulmane du pays les actes de violence commis à Alindao. Et sa prière est que le bon Dieu renforce la volonté et la fermeté du président de la République pour établir la paix sur toute l'étendue du territoire. La communauté islamique de Centrafrique, par le biais de l'imam Layama, exhorte le chef de l'État à suivre la feuille de route tracée par les pourparlers de Khartoum, ceci comme permis par les gouvernements russes et soudanais, car c'est la seule issue pour un règlement juste et équitable d'une crise qui n'a que trop duré. Le 23 décembre 2018 est la date à laquelle se tiendront les élections en République démocratique du Congo, notamment la présidentielle, les parlementaires et les provinciales. Pour la course à la magistrature suprême, 20 candidats sont en lice. Parmi eux, 10 sont issus de différents partis politiques. L'autre moitié représente des candidats autodésignés. Aux parlementaires, 5000 candidats se battront pour 500 sièges à l'Assemblée nationale. Et plus de 19 000 personnes sont enregistrées pour l'Assemblée provinciale du pays. Dans ce pays d'Afrique centrale, 40 millions de votants ont été enregistrés selon la CENI. Ces derniers feront leur choix à l'aide des machines à voter et qui, après de violentes critiques des élites politiques de la République, ont finalement été adoptés. Ces appareils auront pour principale action l'enregistrement et la comptabilité automatique des votes des électeurs. Ainsi, les machines à voter permettraient d'assurer la transparence et la crédibilité lors des prochains scrutins. Et ces prochaines élections en République démocratique du Congo représenteront, selon certains observateurs, une occasion historique pour un transfert pacifique du pouvoir. Elles permettront également de renforcer la stabilité sociale et le développement économique du pays. Faut-il le rappeler, après 2 ans de longue attente, ces élections générales étaient initialement prévues en fin novembre 2018, mais sa tenue a été renvoyée au 23 décembre de la même année, et ceci pour plus
de sérénité dans l'organisation et le bon fonctionnement de celle-ci. L'acquittement de l'opposante rwandaise Diane Rwigara a été prononcé par un tribunal de Kigali le jeudi 6 décembre 2018. Accusée par l'État d'incitation à l'insurrection et falsification de documents, elle avait été arrêtée puis emprisonnée en septembre 2017 avec certains membres de sa famille. Le 7 novembre dernier, l'accusation avait requis 22 ans de prison contre Diane et sa mère. Pour les juges en charge du dossier, les plaintes retenues contre les Rwigara sont sans fondement. Ces derniers ont estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement ne constituent en aucun cas une incitation à l'insurrection, mais s'inscrivent dans le cadre de la liberté d'expression garantie par la Constitution et les lois internationales. Les juges ont également estimé qu'aucune preuve de falsification de signature dans son dossier pour la présidentielle de 2017 n'avait été fournie. Accusation qui avait conduit au rejet de la candidature de Diane Rwigara. Pour l'opposante, ces poursuites sont montées de toutes pièces par le régime du président Kagame pour la réduire au silence, bafouer la liberté d'expression et museler l'opposition. Rappelons que les 5 co-accusés de Diane Rwigara, dont sa mère, ont également été acquittés. Du 6 au 8 décembre 2018, la présidente de la République d'Estonie, Kersti Kaljulaid, effectue une visite officielle au Sénégal. Selon la cellule de communication auprès de la présidence sénégalaise, Kersti Kaljulaid sera reçue par son homologue Macky Sall ce vendredi 7 décembre 2018 au Palais de la République, et ceci pour un entretien en tête-à-tête. À la suite de cette réunion, la présidente estonienne et le président sénégalais procéderont à une signature d'accord entre les deux gouvernements. Aussi, faut-il le mentionner, cette action sera suivie d'un point de presse. En guise de rappel, la présidente Kersti Kaljulaid sort d'une visite officielle au Bénin tenue du 4 au 6 décembre 2018. Cette rencontre a donné naissance à la signature d'un mémorandum d'entente, notamment sur le renforcement des liens bilatéraux dans les domaines de la technologie, des sciences et de la culture. Le président sénégalais Macky Sall a procédé ce jeudi 6 décembre 2018 à l'inauguration du musée des civilisations noires à Dakar. Un projet dont la paternité appartient au tout premier président du pays, Léopold Sédar Senghor. Cette idée lui était parvenue lors du premier festival mondial des arts nègres tenu en 1966 dans la capitale du pays. Mais c'est dans les années 2000 que le ton a été donné par Abdoulaye Wade pour le lancement de la construction du dit musée. Cette infrastructure permettra aux Africains de se réapproprier leur histoire. La mémoire chez nous, permettre à nos enfants demain de pouvoir visiter ce musée, se meubler le cerveau, savoir comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce que ceux qui ont précédé leurs arrière-grands-parents ont vécu pour se projeter sur demain, c'est forcément intéressant. Le musée des civilisations africaines de Dakar est inspiré du patrimoine local car ceci représente les cases traditionnelles. De forme circulaire, son architecture est dotée d'un puits de lumière rappelant les bassins d'eau des habitats coutumiers de Casamance dans le sud du pays. À l'intérieur, on aperçoit des vestiges des premiers hommes apparus il y a des millions d'années sur le continent africain, mais aussi une mise en évidence des découvertes scientifiques et techniques faites en Afrique, ce qui explique la contribution du continent au patrimoine de l'humanité. Cheikh Mbacké Diop, commissaire de l'exposition. Cette technique surdérurgique, qu'on appelle la technique d'obtention du fer direct, a été mise au point par des Africains à des époques très anciennes, et plus anciennes que sur d'autres continents. On peut montrer que l'Afrique, depuis les temps les plus anciens, a contribué au développement des techniques et des sciences. D'un coût estimé à 30 millions d'euros, cette infrastructure a été financée par la République populaire de Chine. Et son inauguration fait suite à une action de restitution des objets d'art africains par la France. Les travaux du 11e Forum mondial sur la migration et le développement se sont ouverts le 5 décembre 2018 à Marrakech. Placé sous le thème « Honorer les engagements internationaux pour libérer le potentiel de tous les migrants pour le développement », ce rendez-vous marque la clôture de la coprésidence par le Maroc et l'Allemagne. Pour Abdelkrim Benati, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, ce forum est l'occasion idéale pour discuter des problèmes migratoires au niveau mondial.
Le ministre délégué a aussi rappelé les efforts entrepris par son pays en matière d'intégration des migrants, qui a conduit à l'inscription de 7000 enfants de migrants dans les établissements scolaires, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle. Driss El Yazami, président du Conseil marocain des droits de l'homme, s'est quant à lui appesanti sur la question de terminologie utilisée par les ONG et les journalistes. Pour lui, il faudrait éviter des termes à consonance raciste à l'instar de migrants clandestins afin de garantir une bonne intégration. La présidence germano-marocaine du Forum de Marrakech a été axée sur la contribution de ce dernier au processus mené par les Nations Unies en vue de l'élaboration d'un pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière à l'horizon 2030. 6 milliards d'investissements russes au Venezuela ont été annoncés par le président Nicolás Maduro. Un investissement qui ira dans le domaine pétrolier et minier du pays. Cette annonce vient 3 jours après la visite effectuée par Nicolás Maduro chez son homologue Vladimir Poutine. Une visite qui d'ailleurs a donné naissance à la signature de nombreux accords importants pour ce pays d'Amérique de l'Est. À un mois du début de son deuxième mandat à la tête du pays, certains observateurs pensent que Nicolás Maduro tente de mobiliser ses alliés. Il nous souvient encore que le président turc était en visite à Caracas le 3 décembre 2018. Toutefois, il faut dire qu'avec la signature de ces contrats, la Russie se positionne comme un pays partenaire clé du Venezuela. Il en est de même pour la République populaire de Chine, qui a promis en septembre dernier dans la capitale vénézuélienne, Caracas, d'accroître la production du brut d'1 million de barils par jour. En rappel, 96% des recettes pour la République bolivienne est tirée de l'or noir et sa production pétrolière s'est effondrée en 10 ans. Selon une analyse faite par l'Organisation des pays producteurs du pétrole, la production de l'or noir, au risque de me répéter, est quittée de 3,2 millions à un peu plus d'1 million de barils par jour. Ce qui fait de ce nouvel accord une bouffée d'oxygène pour le pays. Ceci entrera dans l'histoire de Mexico. Pour la première fois, une femme a été élue gouverneure de la capitale mexicaine après avoir recueilli une majorité des suffrages. Claudia Sheinbaum, puisqu'il s'agit d'elle, est une politicienne et une figure importante et imposante de la gauche mexicaine. Elle est la première femme élue au suffrage direct. En pratique, elle cumulera les fonctions de gouverneur et maire de la capitale. Un rôle crucial car la mégalopole compte un peu plus de 20 millions d'habitants. La nouvelle gouverneure a prêté serment ce 6 décembre 2018. Cette scientifique proche d'Andrés Manuel López Obrador, le nouveau chef de l'État, a promis d'en finir avec la corruption. Dans son discours d'investiture, elle a déclaré que la démocratie et la liberté politique seront restaurées, car ils n'exerceront plus ni persécution ni violence directe ou simulée contre ceux qui pensent ou agissent d'une manière différente que le gouvernement. Pour ce faire, elle a demandé au secrétaire de la sécurité publique la dissolution complète de la police anti-émeute. Elle arrive donc à ce poste à un moment où on a besoin de nouveaux vents pour amener l'ordre et la justice dans le pays, des vœux qu'elle compte bien réaliser durant son mandat.